L'histoire commence de nuit à South Sea City, juste devant le bâtiment de Smooth Sal Corporation. Là, on finit par danser par terre, en pensant que c'est peut-être le jour le plus excitant de sa vie. Plus que ça, le jeune homme sent que c'est le jour le plus chanceux qu'il ait jamais connu. Le souffle du protagoniste se coince à 22 ans. Il n'a jamais vu une telle beauté. Juste à ce moment-là, la magnifique jeune fille se penche près de son visage, en murmurant son nom. Avec un sourire captivant, elle lui demande s'il serait prêt à le faire avec elle ici et maintenant. Lidan devient rouge comme une tomate, balbutiant que son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Elle, cependant, lui tourne le dos avec une froide indifférence, lui faisant penser qu'elle se fiche éperdument de ses sentiments. Soudain, les yeux du protagoniste s'ouvrent en grand lorsqu'il aperçoit quelque chose de dangereux qui fonce sur lui. Une énorme lame plonge du ciel, frappant le pauvre gars de plein fouet alors qu'il pousse un cri de pure terreur. La scène est si chaotique que même un poulet à proximité caquette de panique devant cette vision brutale. Arborant maintenant une tenue gothique, la jeune fille pose son pied sur l'arme et lance un ultimatum, travailler pour elle ou voir son âme détruite. Notre sympathique Dan est laissé complètement perplexe, complètement perdu par tout ce discours d'âme et de seconde chance. La jeune fille clarifie la situation en criant juste devant son visage qu'il est parti depuis un certain temps. Bien plus bas, la police a bouclé la zone alors que l'esprit du jeune homme est tiré vers les cieux. Alors que les ambulanciers recouvrent son corps, cette date est à jamais marquée comme la plus tragique pour RMC. La vie de Paul Lidan a été tragiquement écourtée à seulement 22 ans. Revenant un peu en arrière, nous apprenons qu'il y a 12 ans, une revitalisation de l'énergie spirituelle mondiale s'est produite. Cet événement a réveillé les racines spirituelles chez près de 100% de la population, leur permettant de cultiver. La cultivation étant désormais accessible à tous, on voit même quelques femmes âgées dans le parc pratiquer leur forme. Les parents sont tellement désespérés que leurs enfants ne soient pas à la traîne que même les bébés sont mis dans des régimes d'entraînement. À cause de cela, la cultivation est devenue une obsession nationale, l'immortalité étant le rêve ultime pour tous. Dans un flashback de ses jours d'école, Lidan est vu en train de défendre Shu Xingshang contre un groupe de brutes. Les garçons se moquent de lui, se vantant d'être des cultivateurs de deuxième niveau qui voulaient juste inviter la jeune fille à sortir. Dans un bluff audacieux, notre ami prétend avoir une racine spirituelle de premier ordre, faisant de lui un cultivateur de niveau 3. Mais tout était un mensonge. Il se fait tabasser, faisant partie des 0,1% nés sans pouvoir. Plus tard, alors que la jeune fille soigne ses blessures, Lidan se demande s'il sera un jour assez fort pour la protéger. De retour dans le présent, le MC est à son poste de réceptionniste et regarde un match à enjeux élevés sur son ordinateur. L'écran montre la dernière manche intense d'un tournoi de qualification de disciples. Sans avertissement, un garde de sécurité massif donne un coup de pied à la chaise du jeune homme, en lui criant dessus pour avoir paressé. Cette brute est Wang Meng, le chef de la sécurité, qui, selon un collègue, est le seul digne du tournoi. Le protagoniste rétorque qu'il n'y a pas de règle interdisant à ceux qui n'ont pas de racine spirituelle de devenir des disciples. Pour prouver son point, le capitaine commence à soulever le lourd comptoir de réception avec une seule main. Accueillant sans effort les meubles, il demande si le réceptionniste peut égaler cet exploit et être vraiment à son niveau. De nulle part, quelqu'un annonce l'arrivée de Mademoiselle Shu, ce qui fait que le garde laisse tomber tout avec un fracas énorme. À ce moment-là, la présidente de l'entreprise, Shu Xingson, entre, la même jeune fille dont Lidan était amoureux à l'école. L'équipe de sécurité a les genoux qui fléchissent, rougissant en pensant à la beauté de leur présidente. Notre amie ressent également une vague d'embarras lorsqu'elle passe, bien qu'elle ne lui accorde pas un regard. Wang Meng saisit l'occasion de se moquer du jeune homme, affirmant qu'il n'a décroché le poste que parce qu'ils étaient d'anciens camarades de classe. Ces mots piquent, laissant notre amie se sentir abattue, convaincue qu'elle ne voudrait jamais que quelqu'un avec une racine spirituelle de premier ordre. Alors que la nuit tombait, la journée de travail à l'entreprise s'est terminée, laissant le bâtiment presque désert. Lidan commence à se préparer pour son quart de nuit, en supposant que tous les autres sont déjà rentrés chez eux. Mais alors sa bien-aimée Ju Zhangxin apparaît, le faisant réfléchir à la façon dont elle doit travailler sans relâche. Soudain, un étrange objet se dirige vers le comptoir, prenant le protagoniste complètement au dépourvu. Les yeux du jeune homme s'écarquillent d'alarme lorsqu'il le reconnaît comme un talisman d'explosion jaune de niveau. Une explosion massive éclate, envoyant notre ami voler vers l'arrière sous la force de l'impact. Au lendemain de l'explosion, 3 figures massives émergent, exigeant de connaître le lieu où se trouve la présidente. Le capitaine Wang Meng et son équipe de sécurité se précipitent pour affronter les intrus, en demandant ce qu'ils veulent. Le chef des voyous annonce qu'ils sont là pour prendre leur patron et dit aux Hans de s'écarter. Plein de bravade, le capitaine se présente, en se demandant s'ils ont vraiment le courage d'essayer quoi que ce soit devant lui. Malheureusement pour eux, les envahisseurs sont des cultivateurs de niveau 3 et démantèlent l'équipe de sécurité en quelques secondes. Un des gardes, pris de panique, sort une arme à feu et essaie de tirer sur les ravisseurs. Avec un coup de poing puissant, le chef des voyous conjure un mur de feu, bloquant le coup. La balle fond dans le néant avant même de pouvoir atteindre l'ennemi redoutable.
Le garde fixe son regard avec incrédulité. L'homme peut arrêter les balles, un signe clair de sa force écrasante. L'envahisseur révèle ensuite qu'il est un cultivateur de niveau 4, défiant quiconque veut une fin rapide de s'avancer. À la surprise du méchant, il se tourne pour trouver quelqu'un encore debout après tout le chaos. Se relevant des décombres, le MC déclare qu'il ne laissera personne poser la main sur Shu Xingson. Le chef des voyous, ennuyé de ne pas s'être occupé de lui plus tôt, dit que le gamin supplie pratiquement qu'on l'élimine. Wang Meng, blessé au sol, crie à l'aidant d'arrêter de jouer les héros, l'avertissant qu'avec sa route inutile, il ne fait que gêner. Le protagoniste sait qu'il n'a absolument aucune chance contre un cultivateur de niveau 4, et un tremblement de peur le traverse. Malgré les probabilités, il est clair que le jeune homme est déjà en train de concocter un plan fou pour l'arrêter. Ses yeux se dirigent vers un moniteur, où il voit que sa bien-aimée est déjà en sécurité dans l'ascenseur. Notre ami calcule rapidement qu'elle sera là dans moins de 20 secondes, ce qui signifie qu'il doit agir maintenant. Avec une pure détermination gravée sur son visage, le MC s'engage dans une stratégie à haut risque pour gagner du temps. Il saisit un objet métallique à proximité et charge l'ennemi, en criant qu'il l'arrêtera ou qu'il essaiera jusqu'au bout. Le chef des ravisseurs ricane, en pensant que le garçon ne fait que courir futilement vers sa propre perte. Mais Lidan a remarqué un détail essentiel sur l'attaque flamboyante du méchant. Les flammes ne proviennent pas d'une capacité spéciale, mais sont générées par la vitesse pure de son coup de poing qui traverse l'air. C'était le vrai secret de la façon dont il a fait fondre la balle, pas la puissance physique brute. De plus, les brûlures qui marient le bras de l'ennemi prouvent qu'il n'est pas lui-même immunisé contre le feu. Sans se rendre compte qu'il a été démasqué, le voyou se jette avec son poing enflammé, en criant à Lidan de disparaître. Le plan de notre ami est de piéger la chaleur intense de ce coup de poing à l'intérieur de l'objet métallique. Il enfonce le récipient sur la main de l'homme, avec l'intention que le gaz en expansion déclenche une explosion. Un sourire fou se répand sur le visage du jeune homme alors qu'il déclare qu'ils vont s'effondrer ensemble. Le ravisseur est laissé complètement stupéfait par le geste du réceptionniste, figé sur place. Une explosion assourdissante déchire le hall, les projetant tous les deux vers l'arrière sous l'impact. Notre ami est projeté dans les airs, tandis que des débris pleuvent autour de lui. À ce moment précis, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, révélant Miss Shu. Allongée sur le sol, gravement blessée, Lidan ressent une vague de soulagement, heureux d'être arrivé juste à temps. Il est ravi que sa bien-aimée soit en sécurité, remarquant son calme comparé à lui, qui tremble encore de peur. De retour dans l'au-delà, la mystérieuse jeune fille l'informe que le roi des enfers a jugé sa mort comme un accident. Elle se présente comme Li Jialing, capitaine de la force de sécurité céleste, essentiellement une déesse. Notre ami stupéfait lui demande si elle a vraiment atteint le sommet légendaire de la cultivation. Elle explique qu'il a compliqué sa mission. Son âme est entrée en collision avec la sienne immédiatement après sa fin prématurée. La capitaine révèle également que le roi des enfers n'a même pas jugé bon d'envoyer quelqu'un récupérer son âme. À cause de ce gâchis, Li Jialing le force à l'aider à terminer sa mission gratuitement. Et juste comme ça, notre protagoniste est devenu un officier de la cour céleste sans la moindre idée de ce qui se passait. Le jeune homme n'avait aucune idée de la profondeur avec laquelle ce nouvel emploi allait changer le cours de son destin. Pour sa première mission, le MC arrive dans un endroit troublant connu sous le nom de Badali. Sa mission s'intitule Ruelle hantée, et l'endroit est aussi sombre que son nom l'indique. L'objectif de notre ami est donc de localiser un manoir hanté quelque part dans les environs. En remontant une heure en arrière, nous voyons le protagoniste reculer devant la description du poste. Il est incrédule quand il apprend que ses fonctions impliquent de capturer des monstres et des divinités rebelles. Lidan essaie de faire valoir qu'il n'est pas apte à ce rôle à cause de sa racine spirituelle inutile, mais elle le sait déjà. Avec une expression sombre, la déesse déclare qu'elle l'a sélectionné pour une raison très spécifique et mystérieuse. Cela remonte le moral du jeune homme, pensant qu'ils ont enfin découvert un talent caché chez lui. Mais elle brise rapidement son excitation, admettant qu'elle ne l'a embauché que parce que le paradis manque de personnel. Depuis la revitalisation de l'énergie spirituelle, des monstres surgissent de partout. La déesse grommelle qu'un singe fait du grabuge, la forçant à recruter n'importe qui qu'elle peut trouver. Elle lui lance un téléphone portable, expliquant que c'est un objet de partage pour la communication et le transport céleste. Pour calmer ses nerfs, la capitaine lui assure qu'elle ne lui confiera que des missions de niveau F mettant en vedette des monstres faibles, sombres et boisés. De plus, la déesse promet que s'il réussit bien, elle demandera au roi des enfers de le ramener. De retour à la mission, notre ami s'aventure dans la ruelle sombre, téléphone portable divin à la main. Tout d'un coup, le sol commence à trembler et à briller, énervant le protagoniste. Une énergie étrange imprègne l'air, et le jeune homme ne sait plus ce qui se passe. Il se retrouve encerclé de ruines flottantes qui projettent une lumière puissante et sinistre. Regardant vers le bout de la ruelle, il aperçoit un manoir et se demande si c'est enfin l'endroit. Sortant de l'ombre, un fouet craque vers l'avant, s'abattant sur le pauvre garçon avec une vitesse incroyable. L'arme s'enroule autour de son cou avec une force stupéfiante, coupant son apport d'air. Notre ami est arraché de ses pieds, criant à l'aide alors qu'il est traîné violemment sur le sol. Allongé là,
il voit une silhouette féminine tenant le fouet, complètement déconcertée par la tournure des événements. Une femme mystérieuse émerge dans le clair de lune rouge, se demandant à voix haute qui pourrait être cet homme. Avec un air de supériorité, elle exige de savoir qui il est et pourquoi il a franchi sa barrière. Le visage du protagoniste rougit alors qu'il balbutie le mot « qui ». En la voyant de près, la femme le traîne le long du sol comme une poupée de chiffon, le laissant complètement impuissant. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance du paradis, deux gardes réalisent que quelque chose a terriblement mal tourné. L'un d'eux note que la capitaine a encore une fois donné la mauvaise mission à la recrue, prédisant des problèmes à venir. Il précise qu'il y a 2 missions de manoir hanté. L'un est de niveau F, l'autre de niveau SSS. Le profil de la femme sur le moniteur l'identifie comme une immortelle dorée, un ennemi que même la capitaine ne pourrait vaincre. L'un des gardes célestes commence à paniquer, réalisant que la situation est sur le point d'empirer considérablement. À ce moment, une notification divine retentit, informant notre ami qu'il a reçu son pack d'objets officiels d'officier. La femme puissante repère la marque sur sa main, l'identifiant comme un simple officier à plaque de bronze. Prenant son courage à 2 mains, Lidan annonce qu'il est un officier de la cour céleste et crie à la sorcière de se rendre. Il ouvre ensuite son téléphone pour vérifier les objets que sa capitaine vient de lui envoyer. À son grand étonnement, il trouve 3 packs d'objets distincts, un en or, un en argent et un en bronze. Là-haut, au paradis, les gardes paniquent. La capitaine a accidentellement envoyé à la recrue tous les packs d'objets. Aucun d'eux n'ose l'informer de l'erreur, cependant, sachant à quel point elle est terrifiante lorsqu'elle est en colère. Résigné à la situation, un garde ajoute simplement un autre nom à la liste des âmes sacrifiées. De retour dans la ruelle, la femme s'offusque que notre protagoniste la traite de sorcière. Elle se moque du jeune homme pour être un officier de bas niveau qui a encore l'audace de l'insulter. Notre ami réalise qu'il a provoqué un monstre puissant et se démène pour trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Pendant un instant, il envisage d'utiliser le pack d'objets en or pour garantir une victoire rapide et sûre. Cependant, se souvenant que la mission est censée être de niveau F, il conclut que le pack de bronze devrait être plus que suffisant. Le jeune homme sélectionne l'option la plus faible, et le téléphone portable divin émet une lueur intense. Une corde rouge se matérialise à partir de l'appareil, que notre héros attrape rapidement pour attaquer son adversaire. Il utilise la corde de capture de monstre, la lançant de toutes ses forces vers la femme. Elle, cependant, brise l'objet avec une facilité risible, laissant ses fragments se disperser dans l'air. L'immortel doré ridiculise sa tentative de la capturer avec un objet conçu pour les monstres errants communs. Irritée, la femme déclare qu'elle va donner une leçon à l'ignorant et invoque une volée de talismans. Le protagoniste est stupéfait de les reconnaître comme des talismans d'argent incroyablement puissants. Il se souvient avoir lu que de tels objets sont extrêmement rares et se demande comment un monstre ordinaire pourrait les posséder. D'un coup de poignet, la femme lance les papiers magiques directement sur notre ami, avec l'intention d'en finir avec lui. Voyant que ces objets en bronze sont inutiles, le jeune homme active désespérément le pack d'argent sur son téléphone. À partir de celui-ci, il invoque le bouclier céleste mystique, parvenant à bloquer la volée de talismans juste à temps. Les yeux de l'immortel doré s'écarquillent de surprise. Elle ne s'attendait jamais à ce qu'un officier de bronze possède un objet de qualité argent. Saisissant l'occasion, notre héros utilise la corde de capture immortelle dans une tentative de la lier. La corde frappe juste, commençant à s'enrouler puissamment autour de son formidable adversaire. L'objet de partage resserre son emprise, piégeant les jambes de la femme et la rendant immobile. Alors que la corde se resserre davantage, l'immortel doré se retrouve complètement incapable de se libérer. Désespérément liée, la femme est forcée de s'agenouiller, l'air profondément irrité par la situation. Se sentant confiant, notre ami déclare qu'elle est piégée et lui crie d'abandonner. De nulle part, le jeune homme commence à tousser violemment, ne sachant pas ce qui arrive à son corps. Une douleur brûlante le traverse, et il crie, incapable de contrôler ce qui se passe. L'énergie spirituelle de l'objet en argent monte en flèche de façon incontrôlable en lui, causant une douleur atroce. La femme, quant à elle, est mortifiée, marmonnant qu'elle a toujours été celle qui piège les autres. Avec une explosion de colère, elle libère son pouvoir, brisant sans effort la corde argentée. Furieuse, elle révèle sa vraie forme, promettant de faire regretter au jeune homme sa naissance. Le protagoniste est rempli de terreur quand il voit qu'elle possède le talisman doré légendaire, pensant que sa fin est arrivée. Elle libère ensuite le puissant talisman des 5 châtiments fantomatiques pour l'anéantir. Le protagoniste sait que seul un objet de niveau or peut arrêter un talisman doré et se tourne frénétiquement vers son téléphone. Dans un dernier effort, il invoque le puissant bouclier d'essence divine pour se défendre. L'immortel doré reste complètement bouche bée à la vue de la défense du jeune homme. Mais la tension est immense, et notre ami commence à cracher du sang à cause de l'effort accablant. Tu utilises des objets de niveau au-dessus de ton rang. Elle crie, n'as-tu pas peur d'être anéanti? De plus en plus furieuse, la femme décide d'en finir et lance un autre assaut mortel. Le corps de notre héros ne peut pas supporter la pression, et l'énergie brute commence à le déchirer. Une explosion de puissance éclate, et le protagoniste hurle d'agonie à cause de la force incontrôlée.
L'énergie déchire sa chemise, révélant un physique ciselé qui laisse la femme stupéfaite. À cette vue inattendue, l'immortel doré devient rouge betterave, complètement troublé. Notre ami, 6, Pac semble scintiller de l'énergie spirituelle qui le traverse maintenant. La vue déclenche un saignement de nez si grave chez la femme qu'elle est projetée en arrière par le choc. Lidan se demande comment il libère soudainement de l'énergie, se demandant si elle provient des objets divins. Il est rempli d'une sensation rafraîchissante qu'il n'a jamais connue, éprouvant enfin ce que c'est que d'avoir du pouvoir. Le jeune homme torse nu se tient là, rayonnant de sa nouvelle aura puissante. Allongé sur le sol, la femme suppose qu'il essaie délibérément de la séduire avec son physique. Notre ami n'a aucune idée de pourquoi la sorcière s'est envolée juste parce qu'il s'est approché. C'est beaucoup trop fort pour une mission de niveau F. Il pense que quelque chose ne va vraiment pas ici. Soudain, ça fait tilt. Le jeune homme réalise qu'il n'y a qu'une seule explication possible à tout cela. Alors qu'il fait un pas en avant délibéré, l'immortel doré recule à son approche. La femme devient nerveuse, essayant d'endiguer le saignement alors que le jeune homme réduit la distance entre eux. Elle se rend compte que l'énergie qu'il émet est pure, quelque chose que seuls ceux qui ont des corps purs et intacts peuvent manifester. Cela l'amène à une conclusion surprenante, l'officier devant elle est complètement et totalement inexpérimenté. La pensée de cet homme attirant, mais intact, la laisse complètement figée. Son saignement de nez s'intensifie, jaillissant de façon incontrôlable. Désespérée, elle crie au protagoniste de reculer, ce qui confirme ses soupçons. Il a compris que sa faiblesse est le combat rapproché, et elle est intimidée par sa proximité. Pour reprendre ses esprits, la femme place un talisman spécial sur sa poitrine, essayant de réprimer ses émotions. Elle ne s'est jamais sentie aussi acculée par un homme, et ce sentiment l'enrage. Fumante, l'immortel doré se précipite vers le jeune homme, déterminé à en finir une fois pour toutes. En un éclair, elle l'attrape et lui donne un baiser profond sur les lèvres, laissant notre ami en état de choc total. Le jeune homme ressent une secousse, réalisant que c'est son tout premier baiser. La sensation est accablante, comme être enroulé et dévoré par un anaconda géant. La femme sourit en pensant qu'aucun homme ne peut résister à ses charmes. La victoire est déjà à elle. Mais quelque chose ne va pas. Elle sent le jeune homme faire quelque chose de complètement inattendu. Contre toute logique, le protagoniste aspire son énergie spirituelle à travers le baiser. L'immortel doré se sent maintenant comme un serpent charmé, complètement hypnotisée et impuissante. Elle réalise avec une horreur naissante qu'il la contrôle complètement, une situation vraiment périlleuse. Craignant d'être complètement vidée, la femme presse ses mains contre sa poitrine. De toutes ses forces, elle le repousse et pousse un cri terrifié face à ce qui vient de se passer. Notre ami est projeté contre le mur avec une force incroyable, l'impact faisant vibrer ses os. Il est stupéfait par la force de la femme, réalisant jusqu'où elle l'a envoyé voler. Alors qu'il se relève, le protagoniste aperçoit un homme attaché à une chaise, ce qui ajoute à sa confusion. Il se demande si c'est la personne que le soi-disant quiche avait emmené plus tôt. L'inquiétude du jeune homme grandit lorsqu'il remarque que le corps de l'otage est couvert de talismans bleus. Sans une seconde pensée, notre héros se rapproche, jurant de le sauver de cette situation difficile. Mais alors qu'il tend la main pour toucher l'homme, sa main le traverse, le laissant perplexe. Puis ça le frappe. C'est une âme errante, incapable de toucher le monde physique ou d'être entendue par qui que ce soit. Soudain, l'un des talismans se détache et claque sur le dos de notre ami, lui faisant frissonner. La femme réapparaît, remarquant qu'il l'a interrompu juste au moment où elle allait savourer son prix. Elle révèle que le talisman maintenant sur lui est un charme qui fait tomber amoureux d'elle tous ceux qui le portent. Le sort prend effet immédiatement, et les yeux de notre héros se transforment en cœur alors qu'il devient complètement épris. Avec assurance, la femme déclare qu'aucun homme ne peut échapper à ses griffes ou résister à son charme. Elle l'invite ensuite à être son prochain prix, suggérant qu'ils s'amusent un peu ensemble. Le jeune homme grimace un éclair de douleur suggérant qu'il lutte contre l'influence du sort. Il baisse la tête, rassemblant toute sa volonté pour résister à l'enchantement de la femme. Avec un sourire narquois, notre ami lève les yeux, ses yeux maintenant brillants et accepte l'offre de l'immortel doré. Ses yeux brillent d'une lumière rouge alors qu'il accepte qu'il devrait s'amuser ce soir. La femme est surprise mais ravie par sa réponse, l'appelant un bon garçon. Elle se rapproche, certaine que son talisman de mariage n'a jamais échoué une seule fois. Elle révèle ensuite que le talisman avait, en fait, échoué sur une personne, l'homme toujours attaché à la chaise. La femme raconte comment elle a essayé pendant un an en utilisant 5 talismans différents sur lui, tous en vain. Frustrée, elle lèche la joue de l'otage, jurant de le faire sien d'une manière ou d'une autre. Mais puisqu'il est si têtu, elle décide de commencer avec notre ami, qui semble beaucoup plus docile. Elle l'attrape, louant son corps ciselé et remarquant ses muscles incroyables. L'immortel doré continue ses compliments, notant que ses abdos sont particulièrement beaux. Elle le compare même à une barre de chocolat haut de gamme avec plus de 45% de cacao. La femme pense que tant qu'elle évite de l'embrasser, il ne peut pas drainer son énergie spirituelle. Sans prévenir, le protagoniste réduit la distance qui les sépare à une vitesse fulgurante, la prenant complètement par surprise. Il active la corde de capture immortelle,
la serrant fermement contre lui dans une étreinte. La femme est incrédule. Il devrait être sous son contrôle total. Elle ne comprend pas ce qui se passe. À son horreur, le jeune homme recommence à siphonner son énergie, et la panique s'installe. Prise au piège dans ses bras, elle se retrouve incapable de rassembler la force nécessaire pour briser son emprise. Son énergie est aspirée à un rythme alarmant, et les yeux de la femme se révulsent sous l'effet de la faiblesse. Alors que la nuit s'épaissit, la pleine lune projette sa lumière sur le manoir, signalant le point culminant de la bataille. Complètement épuisée, l'immortelle dorée est maintenant attachée, se demandant comment elle a pu perdre. Notre ami s'approche d'elle, tout aussi perplexe quant à la façon dont il a réussi à la capturer. Il doit admettre qu'elle est incroyablement forte, et que la victoire a été loin d'être facile. La femme avait même utilisé des talismans d'or rares et puissants qui ont failli le submerger. De plus, sa maîtrise de la culture des talismans était d'un tout autre niveau pour une mission de rang F supposée. Notre ami souligne qu'elle a essayé de le séduire dès qu'il est passé à l'attaque. « C'est toi qui m'as séduite en premier », rétorque-t-elle, avec ce physique impressionnant que tu as. Le jeune homme admet qu'il ne sait pas trop pourquoi il a absorbé son énergie, mais il a remarqué quelque chose de crucial. Lorsqu'il l'a chargée, elle l'a repoussée avant d'utiliser des talismans, une erreur fatale. Ce seul acte a prouvé que pendant qu'il draine son énergie, elle est impuissante à utiliser ses arts pour s'échapper. La femme fulmine, lui rappelant qu'il a été frappé par le talisman de mariage et qu'il devrait obéir à tous ses ordres. Il concède que le sort est puissant, et pendant un moment, il est tombé sous son charme. Dans sa confusion, il l'a même prise pour la fille qu'il aime vraiment, Shu Zhangxin. Mais au moment où elle a commencé à complimenter son corps, il s'est ressaisi, réalisant que ce ne pouvait pas être sa bien-aimée. « Je garde ma première fois pour Shu Zhangxin », déclare le protagoniste, « et je ne céderai pas à toi. » L'immortel doré semble sincèrement impressionné par sa loyauté, remarquant que c'est peut-être pourquoi le sort a échoué. Elle se moque de l'idée de l'amour, lui rappelant qu'il n'est qu'une âme errante et que sa bien-aimée a peut-être déjà tourné la page. Ces mots font réfléchir le jeune homme, et il semble considérer la douloureuse possibilité. À la stupéfaction du capitaine, il annonce alors qu'il ne veut plus être officier, ni être ramené à la vie. Notre ami explique qu'il se sent inutile et qu'il n'a pas de famille, donc personne ne lui manquerait. Avec un sourire triste, il dit qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il passe l'arme à gauche et qu'il se réincarne dans un corps plus fort. Donc tu n'as aucune raison de vivre juste parce que tu ne manqueras à personne. Le capitaine le défie. Elle conjure alors une sphère de lumière montrant une image de Su Zingshan en train de sangloter, insistant sur son point. Le protagoniste est complètement bouleversé par cette vision, incapable d'en croire ses yeux. L'image montre clairement sa bien-aimée pleurant de manière incontrôlable alors que son corps est emporté. Le jeune homme se souvient de la façon dont elle l'a toujours traité avec une froide distance, se demandant pourquoi elle se soucie autant maintenant. Comme un fantôme, il dérive à travers le plafond et s'envole vers le lieu de l'accident pour voir par lui-même. Quand il arrive, il voit sa bien-aimée pleurer à chaudes larmes sur son corps, et la dure réalité s'installe. Son âme plane là, regardant la scène déchirante, alors qu'il comprend enfin qu'elle tient vraiment à lui. L'immortelle dorée est surprise par son changement d'avis soudain, se demandant l'immense risque qu'il prend. « Je vais revenir », déclare le protagoniste avec une conviction retrouvée, pour pouvoir enfin lui dire ce que je ressens. Mais avant qu'il ne puisse finir, le capitaine apparaît et lui assène un puissant coup de poing en plein visage. « Tu t'es déshabillé pendant une mission », hurle-t-elle, l'accusant de ne faire que des bêtises. La déesse le repousse et se précipite vers l'immortelle dorée, une arme à la main. La femme captive jette un coup d'œil à notre ami, se demandant s'il ne serait pas une sorte d'idiot spécial. Pendant ce temps, au poste, le capitaine note que leur enquête sur l'enlèvement est dans une impasse. Le capitaine Gojing parle avec Shu Zhangxin, l'informant qu'ils examinent le corps de Lidan. Soudain, un officier essaie d'empêcher quelqu'un d'entrer dans la pièce, mais il est aussitôt ignoré. Un jeune homme nommé On Xiaming se précipite, l'air inquiet, et demande si Zhengshan va bien. Il offre sa protection, déclarant que la secte de la mer du Sud va désormais assurer sa sécurité. Sur ce, il quitte le poste, montant dans une voiture de luxe à destination d'un lieu sûr. En chemin, Zhengshan explique qu'elle s'est précipitée à l'entreprise dès qu'elle a entendu parler de l'incident. Le jeune homme exprime son soulagement qu'elle soit en sécurité, remerciant le ciel que rien de pire ne se soit produit. Bien qu'elle apprécie son inquiétude, la femme admet qu'elle n'est pas dans l'état d'esprit pour parler. Il insiste, demandant si elle se sent mal, mais elle révèle que la victime était une amie proche. Soudain, un talisman sur l'œil de Su Zhangxin clignote, et son expression devient vide, comme hypnotisée. Elle s'effondre dans les bras de Hong Xiaoming alors que le talisman se détache et tombe. Le jeune homme la rattrape, un sourire sinistre se répandant sur son visage alors qu'il la porte dans la voiture. Il la place délicatement sur la banquette arrière, prêt à mettre son plan à exécution. Avec un regard dérangé dans les yeux, il révèle que le talisman qu'il a volé à son père est bien plus efficace. « Je sais que tu ne veux pas de moi parce que je suis trop jeune, ricane-t-il, mais je vais voler ta route spirituelle. » Il ordonne ensuite au chauffeur de les emmener à l'hôtel de sa famille pour mener à bien son plan. Pendant ce temps, le capitaine s'excuse auprès de notre ami,
admettant qu'elle l'a envoyé en mission erronée. Elle réprimande les gardes pour ne pas l'avoir prévenu, mais ils admettent timidement qu'ils avaient trop peur. La déesse avoue qu'elle pensait qu'il était déjà parti ou qu'il s'était accidentellement éliminé avec les objets. Tu aurais pu demander avant de me frapper. Se plaint le jeune homme en se frottant la tête. Je crois que ma tête a disparu. Piquée de curiosité, elle lui demande comment il a survécu et, plus important encore, comment il a absorbé l'énergie de l'immortel doré. Pour tester la théorie, le capitaine l'attrape et l'embrasse. Elle se retire, choquée, confirmant qu'il peut effectivement absorber son énergie. La déesse le gifle, exigeant de savoir ce qu'il faisait et demandant si les dieux aiment juste s'embrasser. Le capitaine s'interroge sur le secret de sa constitution unique qui lui confère un pouvoir aussi bizarre. Elle remarque que ses cheveux sont devenus d'un rouge éclatant, et que son âme même semble rayonner d'une énergie immense. La déesse théorise que sa constitution agit comme un trou noir, absorbant sans fin toute énergie avec laquelle il entre en contact. Excité par cette perspective, notre ami demande si cela signifie qu'il peut utiliser n'importe quel objet qu'il veut sans limite. Ce n'est qu'une intuition, répond le capitaine. Je vais devoir demander à mon frère pour en être sûr. Le capitaine annonce officiellement la punition de l'immortel doré pour être entré illégalement dans le royaume des mortels. Elle accepte son sort mais demande une dernière faveur avant d'être emmenée. Les larmes ruisselant sur son visage, la femme avoue qu'elle est vraiment amoureuse du mortel qu'elle a pris. Elle explique qu'elle est tombée amoureuse de lui lors d'un de ses concerts, le qualifiant de célébrité éblouissante. Mais peu importe comment elle a essayé de gagner son affection, il l'a toujours rejeté. Dans son désespoir, elle a eu recours à le prendre et à le couvrir de talismans d'amour, mais rien n'a fonctionné. La femme s'effondre, pleurant que même les immortels ne peuvent résister à ses sorts, alors elle ne comprend pas pourquoi il l'a fait. Notre ami et le capitaine sont tous deux stupéfaits d'entendre qu'un simple mortel a pu résister à tant d'enchantements puissants. Curieux, le protagoniste s'approche de l'otage et retire son masque pour voir son visage. Un regard de pur dégoût envahit le visage du héros, le laissant complètement sans voix. Il explique maladroitement que dans le monde du divertissement, certaines célébrités masculines peuvent avoir l'air assez féminines et vice-versa. Les yeux de l'immortel doré brillent de rage alors que la vérité dévastatrice lui apparaît. Submergée de honte, elle supplie d'être enfermée pour l'éternité afin de cacher son humiliation. Le capitaine informe que la prison céleste est pleine, elle sera donc confinée dans l'application de son téléphone à la place. Notre ami utilise le téléphone, et avec un éclair, l'âme de la femme est capturée dans l'appareil divin. À la surprise du jeune homme, l'immortel doré apparaît piégé dans une cellule virtuelle à l'intérieur du téléphone. Il est indigné à l'idée de devoir traîner son prisonnier avec lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le capitaine annonce alors qu'elle a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour notre héros. Pendant ce temps, l'otage se réveillant se demandant s'il vient d'être sauvé par un cultivateur de niveau 5. Un rougissement apparaît sur son visage alors qu'il se souvient du physique de notre ami, décidant qu'il doit trouver un moyen de lui rendre l'appareil. De retour au poste de police, l'équipe médico-légale se prépare à examiner le corps de notre protagoniste. L'assistant râle que le directeur mange des nouilles instantanées pendant la procédure. J'ai tout vu, rétorque-t-elle, lui disant de simplement couper le corps. Tout d'un coup, le corps de notre ami commence à se contracter, faisant cracher ses nouilles au directeur partout. Le cadavre se redresse brusquement sur la table, faisant hurler de terreur absolue les deux médecins légistes. Une aura cramoisie aime le corps alors que ses yeux brillent intensément dans la faible lumière. D'une voix envoûtante et éthérée, un héros ressuscité demande s'ils ont des vêtements. La question est accueillie par le silence alors que les deux examinateurs s'évanouissent immédiatement sous le choc. Il baisse les yeux sur son propre corps, réalisant avec un choc qu'il est revenu à la vie, et que ses cheveux sont maintenant rouges. Le capitaine explique que parce qu'il a terminé une mission de niveau SS, sa résurrection immédiate a été accordée. Mais la mauvaise nouvelle, poursuit-elle, c'est que Shu Zhangxin a été frappé par l'un des talismans de Hong Xiaming. La déesse est convaincue qu'il était également le cerveau derrière la tentative d'enlèvement précédente à l'entreprise. Son objectif final est de forcer une double culture avec Zhangxin, lui permettant de voler sa racine spirituelle de premier rang. Pris de panique, notre ami s'enfuit de la morgue, vêtu seulement de son sous-vêtement, désespéré de sauver sa bien-aimée. Je vais donner une leçon à la secte de la mer du Sud, crie-t-il. Ils regretteront d'avoir touché Shu Xingson. Animé par la détermination, le jeune homme jure de la protéger et de enfin avouer ses sentiments. Il essaie d'activer les éléments sur son téléphone, mais réalise que quelque chose ne va pas avec l'appareil. L'image du capitaine apparaît à l'écran, expliquant que les objets divins ne fonctionnent que contre les monstres. Juste à ce moment-là, une force invisible projette notre héros en arrière, le laissant étendu sur le sol, impuissant. Depuis la revitalisation de l'énergie spirituelle, le rêve ultime pour tous a été de devenir un puissant immortel. Le chemin de la cultivation est divisé en 7 étapes distinctes, avec l'immortalité véritable comme étape finale. La secte de la mer du Sud est l'une des 10 sectes les plus puissantes du pays, réputée pour être maître dans la cultivation de talismans. Submergé de désespoir, notre ami supplie le capitaine de l'aider à sauver Shu Xingxin,
mais la déesse déclare fermement que ses mains sont liées car elle ne peut violer les lois du ciel. Elle décide cependant de lui offrir un conseil crucial, révélant un secret important. Elle explique que l'immortel doré est, en fait, le maître de talisman le plus puissant parmi tous les dieux. Et puisque la prison du téléphone est scellée par l'empereur céleste lui-même, elle est complètement dépouillée de César à l'intérieur. L'indice fait tilt pour notre ami. Cela signifie que toute personne piégée là-dedans est essentiellement une cible facile. Avec un dernier mot, le capitaine lui fait ses adieux et disparaît, laissant le jeune homme sauver sa bien-aimée par lui-même. Blé. Je ne comprends pas l'indice. Il crie, mais le gars est déjà parti, n'offrant aucune autre clarification. Le protagoniste se creuse la tête en essayant de déchiffrer ce qu'elle voulait dire par cible facile, et un plan commence à se former. Il exclut rapidement de la menacer. Elle sera toujours une déesse une fois qu'elle sera finalement libérée. Il reste la séduction. Étant donné les conditions désastreuses de sa prison, peut-être peut-il la conquérir. Arborant un sourire espiègle, notre héros interpelle l'immortel doré et lui fait une proposition. Elle l'ignore catégoriquement, déclarant qu'elle est actuellement occupée à être misérable. Le jeune homme est perplexe. Il n'a absolument aucune expérience en matière de rendre une femme heureuse. Puis ses yeux se posent sur une publicité de vêtements sur un bâtiment voisin, et une idée brillante le frappe. Avec une conviction nouvelle, il décide qu'une séance de shopping est la clé pour remonter le moral de l'immortel doré. Pendant ce temps, au manoir de la famille Chou, le chef de la sécurité monte la garde. Il serre une lettre d'amour, jurant que ce soir est la nuit où il avouera enfin ses sentiments à Chou Sixon. Notre héros en déduit que si de nouveaux vêtements rendent les femmes mortelles heureuses, la même logique doit s'appliquer aux déesses. Le seul problème, se souvient-il, c'est qu'il est fauché et qu'il ne porte actuellement qu'un slip. En arrivant au manoir, il décide qu'il devra juste emprunter des vêtements pour conquérir l'immortel doré. Soudain, son attention est attirée par 3 silhouettes obscures escaladant le mur et se faufilant dans la propriété. Il suppose immédiatement que ce sont des assassins de la secte de la mer du Sud envoyés pour cibler la famille de Cinq Saints. Le protagoniste est désemparé, vêtu seulement de son sous-vêtement. Il n'est pas en position de se battre. Au même moment, le chef de la sécurité escalade la fenêtre de Cinq Saints, avec l'intention de laisser sa lettre d'amour. Mais notre ami apparaît silencieusement derrière lui, prêt à frapper l'intrus avec la seule arme dont il dispose. Avec un coup solide, il abat le téléphone portable sur la tête du capitaine, l'assommant froid. Notre héros serre le poing en signe de victoire, reconnaissant pour la durabilité de la fabrication des téléphones de la cour céleste. Il remarque le mot roi sur la veste du capitaine, supposant qu'il dénote un rang élevé. Son hypothèse est brisée lorsqu'il enlève le pantalon de l'homme et découvre une paire de sous-vêtements Peppa Pig. Le jeune homme enfile rapidement l'uniforme du capitaine, le trouvant parfaitement à sa taille. Regardant autour de lui le décor rose de la pièce, il réalise qu'il doit être dans la chambre de Simpson. Sans temps à perdre, il décide d'abord de prendre ses vêtements et d'avertir ses parents plus tard. Soudain, une voix féminine demande qui est dans la pièce, ce qui le fait sursauter. Notre ami reconnaît instantanément la voix et se fige, paralysé de peur en réalisant de qui il s'agit. À son horreur, la mère de Sing Seon apparaît dans l'embrasure de la porte, le prenant la main dans le sac dans la chambre de sa fille. Il panique en réalisant qu'il est un homme dans la chambre de sa fille, tenant une poignée de ses vêtements. Dans son esprit, il peut déjà l'entendre le traiter de pervers et interdire à Sing Seon de le revoir. La mère de Sing Seon remarque l'uniforme et les cheveux roux du jeune homme, et ses yeux s'écarquillent de reconnaissance. « Wang, dit-elle, que fais-tu ici ?» laissant notre héros complètement confus. Dans un mouvement étonnamment rapide, elle se précipite vers la porte et la verrouille, s'assurant qu'ils ne seront pas dérangés. Elle secoue la poignée, confirmant qu'elle est bien fermée. « J'ai arrêté de répondre à tes appels. » dit-elle, « alors pourquoi es-tu venu ici ?» La femme avoue que leur aventure n'était qu'une chose éphémère et qu'elle a une famille à considérer. Le protagoniste est complètement perdu, incapable de comprendre cette conversation bizarre. Ses yeux tombent alors sur la lettre d'amour sur le sol, et elle la ramasse pour la lire. Alors qu'elle lit les mots du capitaine Wong, son expression s'adoucit et elle laisse échapper un soupir romantique. Elle se rapproche de notre ami, lui murmurant à l'oreille qu'elle avait aussi des sentiments pour lui. Se penchant contre lui, la femme révèle qu'elle ne lui aurait jamais donné les vêtements si elle ne l'avait pas aimé. Elle continue, disant qu'elle ne se serait pas donné la peine de graver le sens de son nom avec de l'énergie pure. L'horreur frappe le jeune homme. Roi n'était pas un rang, c'était le nom Wong. Il réalise qu'il est tombé sur un énorme secret et qu'il est maintenant dans une situation incroyablement délicate. Notre héros craint que si elle découvre sa véritable identité, elle le bannira de la vie de Zinson pour toujours. Il sait que le temps presse. Il doit prendre les vêtements et partir d'ici vite. Mais la mère de Zinson enroule ses bras autour de lui, disant qu'elle le laissera faire ce qu'il veut avec elle une dernière fois. Un cri de désespoir échappe au protagoniste alors qu'il devient rouge vif à cause de la tournure choquante des événements. Il lutte pour se libérer, mais elle lui demande juste d'être doux et de savourer l'instant. Soudain, les yeux de la femme se fixent sur quelque chose dans la main de notre ami, et son expression se transforme en un choc. 30 minutes plus tard à l'hôtel Lip, la scène est prête pour l'action.
Un garde confirme à Hong Xiaoming que toutes les défenses de l'hôtel sont actives et prêtes. Le jeune homme déclare qu'il a besoin de 15 minutes sans interruption pour briser la barrière des racines spirituelles. Personne ne passera. Le garde lui assure, nous avons également engagé la secte de l'Aigle Noir en renfort. Satisfait, Hong Xiaoming renvoie le garde, qui part en lui souhaitant un agréable moment. Tout à coup, un autre garde entre en courant, annonçant brièvement que quelqu'un est arrivé pour secourir Shu Xingson. En bas, à l'entrée de l'hôtel, notre ami, vêtu de la veste du roi, fixe une rangée de gardes. Tenant une mallette, il déclare hardiment qu'il est ici pour Xingchen et qu'il ne partira pas sans elle. Dans une salle de conférence, les 5 généraux talismans de la secte de la mer du Sud discutent de la situation. L'un d'eux, connu sous le nom de Blue Fan, déclare avec confiance qu'il est à lui seul plus que suffisant pour gérer le problème. Un autre général, Lord Shang, est tout à fait d'accord, louant les compétences renommées de Blue Fan. Le fantôme aîné est également présent, semblant complètement impassible face à l'intrusion. La dame au parapluie est perdue dans une rêverie, fantasmant sur un film romantique et un beau petit ami. Cette mission vaut-elle vraiment notre temps? Le roi des armures talismaniques rugit, frappant du poing sur la table de frustration. Le messager masqué entre en rapportant qu'un homme aux cheveux roux est apparu et que toutes les communications ont été mystérieusement coupées. Lorsque le roi des armures apprend que l'intrus n'est que le réceptionniste impuissant, il se moque de la menace. Blue Fan décide de descendre à l'entrée lui-même pour voir de quoi il s'agit. Le messager lui conseille de ne pas être trop dur avec le garçon, notant qu'il a l'air fragile et qu'il ne durera pas longtemps. De retour à l'entrée, notre héros a déjà éliminé tous les gardes et prépare son prochain coup. Il s'émerveille de la puissance contenue dans un seul talisman d'explosion de niveau bleu. L'immortel doré explique que le pouvoir destructeur des talismans croît de façon exponentielle avec chaque niveau. D'un ton séduisant, elle lui promet même des talades de qualité divine en échange des vêtements. Notre ami sourit, réalisant que les beaux vêtements sont un désir universel pour les mortels et les déesses. Il accepte l'accord et utilise son téléphone pour transporter la mallette dans sa prison virtuelle. Les yeux de la femme s'illuminent alors qu'elle contemple les magnifiques vêtements, les triant avec impatience. « Je vais commencer à me changer maintenant », taquine-t-elle, envie d'un petit coup d'œil. Le visage du protagoniste rougit, et il se demande si les dieux ont le moindre sens de la pudeur. Soudain, elle lui crie de se retourner, laissant le jeune homme complètement perplexe. Il jette un coup d'œil à l'écran du téléphone et est choqué par ce qu'il voit. Ses vêtements sont beaucoup trop serrés. Elle se plaint, ils ne me vont pas du tout. Notre héros essaie de faire valoir que la taille n'est pas petite, mais il est interrompu. Les gardes vaincus se relèvent en titubant, exigeant de savoir comment lui, un parfait inconnu impuissant, pouvait utiliser des talismans bleus. Un homme élégamment vêtu s'avance, ordonnant aux gardes de se retirer et de le laisser s'occuper de l'intrus. Il se révèle être Blue Fan, l'un des 5 généraux, et déduit correctement que les talismans n'appartiennent pas au jeune homme. Le général ricane à notre ami, disant qu'avoir un seul talisman bleu ne signifie rien. Le protagoniste lui lance un regard noir, lui demandant qui il est sans la moindre peur. Blue Fang déploie de façon spectaculaire son éventail, révélant qu'il est finement tissé à partir de 17 talismans bleus. Il se vante de son arme unique en son genre, se qualifiant de génie pour sa création. Une vague de terreur submerge notre héros alors qu'il imagine le pouvoir dévastateur de 17 talismans déchaînés à la fois. En désespoir de cause, il implore l'immortel doré de l'aider, mais elle répond sèchement que les vêtements ne vont pas. « Tu es magnifique dans des vêtements serrés », crie notre ami, ce qui semble la troubler. Le général lit son attaque en annonçant « Je vais vous montrer ce qu'un vrai maître talisman peut faire ». Quelques instants plus tard, il est une épave meurtrie sur le sol, ayant reçu une raclée en règle de notre héros. Le protagoniste soupire de soulagement, remerciant l'immortel doré pour son aide dans cette situation dangereuse. Il est reconnaissant pour les 3 puissants talismans d'argent qu'elle a fournis pour le combat. La femme, complètement embarrassée, demande timidement s'il pensait vraiment ce qu'il disait quand il l'a appelée attirante. Le jeune homme attrape le général vaincu par le col, exigeant de savoir où Shu Xingchen est détenu. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, les généraux restants sont occupés à jouer à des jeux sur leur téléphone. Le roi des armures perd et claque son téléphone de frustration, se plaignant de ne pas pouvoir jouer correctement dans son armure. « C'est tout. J'en ai marre. » Il rugit. « Je ne vais pas rester assis ici et me faire harceler par ce jeu. » Le messager masqué souligne que l'armure est pour sa protection et qu'il devrait simplement la supporter. Lorsque le roi des armures essaie de sortir en trombe, le messager lui bloque le passage, lui demandant s'il ose défier les ordres. Une aura sombre entoure le chevalier alors qu'il menace le messager, avertissant que personne qui se dresse sur son chemin ne survit. Le messager ignore simplement la menace, remarquant qu'il s'est un peu emporté à l'instant. Le roi des armures se retire dans la salle de bain, se lamentant de son incapacité à utiliser même les toilettes en portant l'armure. Il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de rentrer chez lui et d'aller chercher les outils nécessaires pour l'enlever. Le chevalier grogne que le messager a désactivé l'ascenseur, le forçant à prendre les escaliers. Alors que notre héros Whirly monte les escaliers, il tombe sur le général vaincu gisant sur son chemin.
L'immortel doré explique que les talismans ont temporairement augmenté ses attributs au niveau d'un immortel doré, mais l'effet ne durera que 15 minutes, il doit donc se dépêcher s'il veut sauver son bien-aimé à temps. Notre ami monte les escaliers à bout de souffle mais motivé par la seule pensée de sauver son bien-aimé. Il traîne le général vaincu avec lui, qui se plaint de son mal de tête tout le long du chemin. Le protagoniste le hisse sur ses épaules, le déclarant otage en échange de Shin-Chan. Mais dans sa hâte, il trébuche sur une marche, perd l'équilibre et tombe lourdement. Sa tête heurte les escaliers, le laissant étourdi et désorienté par la chute. Quand il se relève, il réalise avec une décharge de panique que son otage a disparu. Pendant ce temps, le roi des armures dévale les escaliers dans une course désespérée vers les toilettes. Il percute notre héros et hurle pour qu'il s'écarte de son chemin. L'imposant chevalier le regarde avec colère, exigeant qu'il s'écarte car il est très pressé. Le protagoniste est décontenancé par la taille imposante de l'homme et se demande qui est ce nouvel ennemi. Le roi des armures profère une menace mais est interrompu par un puissant coup de poing de notre ami. L'impact brise son armure, envoyant l'homme voler en hurlant, « C'est un fantôme ». Le chevalier ne peut plus se retenir et subit l'humiliation ultime sur le champ. Il crie de honte avant de s'effondrer au sol, complètement vaincu et mortifié. De retour au poste de police, les médecins légistes fuient le bâtiment, hurlant au sujet du fantôme qu'ils ont rencontré. Le capitaine Gojin est déconcerté par la nouvelle que le corps de Lidan a disparu. Il se demande si ce n'était qu'une sorte d'illusion et quel but cela pourrait servir. Le capitaine découvre alors une note mystérieuse laissée dans la salle d'autopsie. La note affirme que la secte de la mer du Sud a pris Tsing-Sin et implore une aide immédiate. Sceptique, le capitaine décide d'appeler Shu Tsing-Sin directement pour vérifier l'information. Le capitaine Gu appelle Shu Tsing-Sin, demandant nonchalamment s'il y a eu de nouveaux développements dans l'affaire. Il fait comme si de rien n'était, disant qu'il voulait juste vérifier si elle allait bien ou si elle avait besoin de quelque chose. La femme à l'autre bout du fil le remercie de son inquiétude, l'assurant que les défenses sexuelles de la mer du Sud sont excellentes. Le capitaine simule un soulagement en raccrochant, apparemment satisfait de sa réponse. Alors que Sing Seon raccroche, son image ainsi que celle de Hong Xiaoming vacille et se dissolvent comme un fantôme. C'était, en fait, des zombies habilement déguisés, une ruse pour tromper le capitaine de police. Lord Shang, le maître des illusions, et ses marionnettes mort-vivantes avaient réussi à tromper les autorités. Mais ils sont conscients que la police est maintenant méfiante et savent qu'ils doivent renforcer leur garde. Le messager s'enquiert de l'endroit où se trouve la dame au parapluie et apprend qu'elle s'est rendue au vin Sévente Flore. De retour au poste, le capitaine Go rejette la note comme une farce enfantine. Soudain, un flou de mouvement le dépasse et le capitaine est surpris par la présence inattendue. Une femme mystérieuse apparaît devant lui, l'accusant de cacher quelque chose à propos de Xin-Sin. Le capitaine essaie de se dérober, lui rappelant qu'elle fait l'objet d'une enquête pour usage excessif de la force. Il tente de partir, mais la femme lui bloque le passage, indiquant clairement qu'elle ne se laissera pas écarter. Elle lui arrache la note de la main et déclare qu'elle passe la nuit à l'hôtel pour mener sa propre enquête. Pendant ce temps, notre héros continue son ascension effrénée dans les escaliers, atteignant finalement le 26e floor, complètement épuisé. L'immortel doré l'avertit que les effets du talisman s'estompent rapidement. Ces 3 talismans d'argent sont déjà passés au niveau bleu, et bientôt ils seront complètement inutiles. Il la supplie de lui en emprunter juste 2 de plus, mais elle refuse catégoriquement, lui rappelant que ce ne sont pas des bibelots bon marché. Le protagoniste atteint finalement le palier du 20 Sévente Flore, se préparant à la confrontation à venir. Notre ami ouvre la porte en grand, se préparant à tout ce qui se trouve de l'autre côté. Il entre dans un hall immense, un camion ouest par l'ampleur de la pièce. Au centre du hall se tient la dame au parapluie entourée d'une foule d'hommes en pamoison. Un des hommes plaide pour être sa prochaine victime, proclamant que c'est son rêve de mourir dans ses bras. Avec un sourire coquet, la dame au parapluie accepte la demande de l'homme épris. Elle l'embrasse, murmurant qu'elle le laissera faire ce qu'il veut avec elle ce soir. Mais au lieu d'affection, l'homme enfonce ses dents dans son épaule avec une force sauvage. Sa forme se transforme en une créature grotesque alors qu'il draine sans pitié l'énergie vitale de la femme. La dame au parapluie le jette au loin, réalisant trop tard qu'elle est tombée dans un piège. Un sourire sinistre se répand sur son visage alors qu'elle révèle sa véritable forme monstrueuse, se préparant à se régaler. De la nourriture fraîche est arrivée. Elle ronronne, ses yeux affamés rivés sur notre protagoniste. Le jeune homme est horrifié, demandant si elle est même humaine ou juste un monstre déguisé. La femme semble surprise qu'il ait dépassé Blue Fan et le considère comme une menace. Elle mentionne nonchalamment que Blue Fan est le plus faible des généraux, alors qu'elle se classe comme la 3e plus forte. Muet par la conversation, notre héros charge, exigeant qu'elle libère immédiatement Sphinx. Il assène un puissant coup de poing, envoyant la femme s'écraser contre un mur voisin. La dame au parapluie note avec intérêt qu'il est renforcé par 3 talismans de renforcement de niveau bleu. Avec un sourire masochiste, elle l'exhorte à la frapper plus fort, avouant qu'elle aime la douleur. Le protagoniste est complètement effrayé, se demandant pourquoi il continue de rencontrer autant d'originaux aujourd'hui. Soudain, il est frappé par une force invisible, envoyé voler à travers la pièce sans savoir ce qui vient de le frapper.
La dame au parapluie se dépoussière et demande avec un sourire narquois, « Est-ce que votre propre coup de poing est revenu vous hanter ?»« Ça a dû piquer, dit-elle, mais comme vous pouvez le voir, je vais parfaitement bien. » La femme ouvre son parapluie, révélant sa véritable forme horrible, et le sang de notre héros se glace. Le protagoniste crache du sang, incapable de comprendre comment sa propre attaque a été retournée contre lui. Elle explique que les marques de son sang se nourrissent de violence, reflétant toute attaque vers sa source. Recherché et vidé de son énergie, notre héros s'effondre à genoux, à court de solution. La voix de l'immortel Doré grésille au téléphone, lui criant de courir pour sauver sa vie. Elle l'avertit que les marques de sang sont un art sombre de niveau violet, qu'il n'a aucun espoir de vaincre. Mais le jeune homme refuse de reculer, insistant sur le fait qu'il doit sauver Shu Xingshan à tout prix. L'immortel Doré ricane, demandant comment il compte expliquer la rencontre gênante avec la mère de Zenshan. Peu importe. Notre héros déclare avec une détermination sombre, « Je risquerai tout pour la sauver. » Sa résolution laisse l'immortel Doré sans voix. Elle n'arrive tout simplement pas à y croire. Agacée, elle rétorque qu'elle en a fini de l'aider et qu'il peut aller se faire tuer si ça lui chante. Elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi aucun homme ne l'a jamais aimé avec la même dévotion farouche qu'il montre pour Xingshan. Le protagoniste se relève avec difficulté, criant que même sa marque de sang doit avoir une limite. Il charge à nouveau, criant qu'il est sur le point de découvrir combien de coups de poing elle peut renvoyer. Le jeune homme déclenche une rafale de coups de poing fulgurants, un déluge rapide visant la dame au parapluie. La femme semble ravie, remarquant qu'elle a l'impression d'être dans une bande dessinée d'action avec autant de coups. Mais les dégâts réfléchis sont trop importants. Notre héros s'effondre, meurtri et ensanglanté. Son stratagème a échoué. La dame au parapluie se tient au-dessus de lui, plantant un pied sur son dos en ricanant, « Ma marque de sang n'a pas de limite. » Soudain, la dame au parapluie crie à quelqu'un d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Un homme fracasse la fenêtre et atterrit dans le hall, s'annonçant comme Black Blade Min Jiwan. Il lance un coup de pied puissant à la femme, visant à la neutraliser. Le coup de pied touche solidement, envoyant la dame au parapluie voler sous la force du coup. Elle se rétablit rapidement, exigeant de connaître l'identité de l'intrus qui lui a tendu une embuscade. L'homme atterrit gracieusement, son regard fixé sur la femme avec une détermination sombre. Le moral de notre protagoniste remonte à la vue de l'officier, réalisant que son message a dû passer. Police, déclare Blackblade, lançant une accusation contre sa secte pour enlèvement. La dame au parapluie est surprise de voir les forces de l'ordre s'impliquer dans leurs affaires. Son attitude change, et elle s'agite, lui disant que son uniforme le rend incroyablement beau. Avec un air séduisant, la femme offre sa pleine coopération, suggérant même qu'il pourrait la fouiller personnellement. L'officier ignore complètement ses avances, sa main allant à la garde de sa lame mortelle. Il la charge de toutes ses forces, et la femme semble accepter son sort avec un sourire mystérieux. Notre héros essaie de crier un avertissement sur le danger, mais il est déjà trop tard pour l'officier. La dame au parapluie révèle sa marque de sang, le traitant d'idiot pour être tombé dans son piège. L'attaque de l'officier se retourne contre lui, et une entaille profonde s'ouvre sur son bras alors que le sang gicle. Elle l'accuse de pénétrer sans autorisation sur la propriété de la secte et de manier lui-même un art sombre. Peu importe ce que tu fais. La femme raille, chaque attaque que tu feras te reviendra. Elle se rapproche de lui, lui demandant s'il sait pourquoi on l'appelle la dame au parapluie. Avec un sourire confiant, elle révèle que c'est parce qu'elle repousse toutes les attaques, comme un parapluie sous la pluie. Notre ami regarde la scène se dérouler, sachant qu'il doit aider l'officier quoi qu'il arrive. La dame au parapluie glousse, jurant de drainer son énergie jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une enveloppe desséchée. En un éclair, l'officier se précipite en avant, sa lame tranchant la femme en deux. Elle regarde en bas avec choc, incapable de comprendre que son attaque est effectivement atterrie. La femme fixe la blessure grave, se demandant comment cela a pu arriver. Notre héros est étonné de voir l'officier poursuivre son attaque contre la dame au parapluie. Elle rit d'un son fou, se moquant de lui pour sa folie et disant qu'il doit avoir un souhait de mort. Sa marque de sang s'anime, et la blessure horrible sur son corps commence à se refermer instantanément. Une blessure identique apparaît sur la poitrine de l'officier juste au moment où le corps de la femme redevient entier. Elle hurle de frustration, se demandant pourquoi le corps de l'officier ne réagit pas aux dégâts réfléchis. L'homme révèle qu'il agit en tant que témoin, déclarant qu'elle vient d'attaquer un officier de justice avec une garde sombre. Il avance à nouveau, sa lame un flot alors qu'il l'engage dans un combat rapproché. La dame au parapluie essaie désespérément de parer avec son parapluie, mais sa lame est incroyablement puissante. Elle est stupéfaite par la force brute de l'officier et lutte pour se défendre contre son assaut implacable. L'homme se déplace avec une vitesse incroyable, déclenchant une rafale de coups que la femme peut à peine suivre. Elle crie de douleur, incapable de suivre l'attaque féroce de l'officier qualifié. Le protagoniste regarde avec admiration, émerveillé par la puissance et la vélocité de l'officier. Il est bon. La voix de l'immortel Doré dit dans sa tête, « Il n'y a rien de plus que tu puisses faire pour aider. » Mais le jeune homme refuse de rester les bras croisés, insistant sur le fait qu'il doit voir Shu Xingshan quoi qu'il arrive. La femme remet en question sa détermination, lui rappelant que ses talismans ont disparu, le rendant inutile dans ce combat.
Je me fiche que Simpson me voit ou non, répond notre ami. La seule chose qui compte, c'est de la sauver. Sans avertissement, le plafond cède, et une massive dalle de pierre s'abat sur une silhouette sans méfiance. L'officier, toujours engagé dans un combat avec la dame au parapluie, ne remarque pas l'agitation. Le sol tremble alors que d'autres ennemis sautent de l'étage supérieur, désireux de se joindre à la mêlée. Black Blood se retrouve encerclé par un essaim de zombies et se prépare à un combat intense. Il se défend habilement contre leurs attaques, mettant en valeur sa maîtrise de la lame. L'officier se demande qui sont ces zombies et d'où ils pourraient bien venir. Les autres généraux arrivent, annonçant qu'ils ne pouvaient pas se contenter de regarder depuis la touche et sont venus prêter main forte. Les généraux atterrissent avec des bruits sourds imposants, prêts à aider leurs camarades au combat. Un cri d'aide étouffé provient de sous la dalle de pierre qui a cloué notre ami au sol. L'aîné fantôme complimente Black Blood, reconnaissant qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation redoutable. La dame au parapluie se plaint que l'officier est un puissant cultivateur de niveau 4. L'aîné explique que la capacité unique de l'officier est un contre parfait à son art de la marque de sang. Il révèle que l'épée de Black Blood est maudite, imprégnée du pouvoir d'annuler les talismans de marque de sang. L'officier se demande pourquoi il ne se retire pas maintenant qu'ils connaissent le secret de son épée. L'aîné sourit, révélant qu'il sait que l'officier fait l'objet d'une enquête et est sur le point d'être renvoyé de la force. Il révèle que l'épée devient plus forte en se nourrissant de sang et que la moitié de ses marques brille déjà. Le vieil homme se vante de ses contacts au sein de la police, confirmant qu'il sait que l'officier est soupçonné d'être un tueur. Votre épée est-elle assez forte pour nous éliminer tous les 5 d'un coup? Il défie. Le seigneur commence son incantation, utilisant la nécromancie pour invoquer un festin de cadavres afin de submerger l'officier. Des mains noueuses et zombifiées jaillissent du plancher, prêtes à griffer l'officier de tous les côtés. Peu importe la force de votre épée, leur chien graille. C'est inutile contre les morts vivants. L'officier se retrouve complètement encerclé par une horde de zombies et se prépare à l'assaut. Il charge vers l'avant, sa lame maudite un tourbillon de mouvement alors qu'il se prépare à les abattre tous. La horde de zombies l'envahit, l'enfouissant dans une masse de corps en décomposition. L'aîné fantôme laisse échapper un rire supérieur en regardant la scène se dérouler. Vous voyez, Black Blood n'est pas si coriace après tout. Il dit que la clé est d'exploiter sa faiblesse. L'aîné berce la dame au parapluie blessée, canalisant son énergie pour soigner ses blessures. Il explique que puisque les zombies ne saignent pas, l'épée de l'officier ne peut pas se renforcer. Soudain, une explosion d'énergie rouge jaillit des corps empilés, vaporisant tous les zombies à la fois. L'aîné est stupéfait de voir que l'officier a déclenché le hurlement de la lame noire. Avec une technique qu'il appelle la danse fantomatique, Black Blood tranche sans effort les zombies restants. Les généraux sont choqués par la puissance brute de l'officier, incapables de comprendre comment il a fait cela. L'aîné dit instamment à leur Sheng de lui accorder plus de temps pour préparer une autre attaque. L'officier déclare que tant qu'il est assez rapide, de simples zombies ne représentent aucune menace pour lui. Il traverse la pièce en coupant le dernier des zombies avec une vitesse fulgurante. Leur Sheng se rend compte qu'il est surpassé et appelle désespérément les autres à l'aide. Black Blood est plus fort que moi, crie-t-il, suppliant la dame au parapluie d'intervenir. La femme reprend le combat, se préparant à déclencher sa propre technique spéciale. Elle active ses talismans de parapluie, créant une barrière formidable pour arrêter l'avancée de l'officier. L'aîné fantôme déclenche son attaque ultime, la grande profondeur karmique, sur l'officier. Il invoque les esprits démoniaques du manoir hanté, leur ordonnant de posséder le corps de Black Blood. La légion de fantômes envahit l'officier, leur énergie malveillante s'infiltrant en lui. Black Blood crie d'agonie en sentant son corps être pris de force par les esprits. La dame au parapluie explique que le ressentiment persistant de ceux qu'il a éliminés est sa plus grande faiblesse. Avec plus de 100 fantômes le possédant, l'aîné ricane. Il est voué à perdre la tête. L'officier crie de désespoir alors que les fantômes déchirent son âme, le soumettant à une torture inimaginable. Pendant ce temps, notre ami reste piégé sous la lourde dalle de pierre, incapable de bouger. Il reprend conscience, confus quant à l'endroit où il se trouve et à ce qui se passe autour de lui. Le protagoniste se souvient avoir été frappé par quelque chose et se rend compte qu'il est coincé au milieu d'une bataille massive. Il essaie d'appeler l'immortel d'or, mais se rend compte qu'il ne peut ni parler ni bouger son corps. Notre héros sent l'immense poids de la pierre l'écraser et implore silencieusement Shin-Chan de tenir bon. Puisant dans chaque once de sa volonté, il s'efforce de soulever l'énorme dalle de pierre. Il grogne de douleur et d'effort, refusant d'abandonner la libération pour sauver sa bien-aimée. Mais la pierre ne bouge pas, le laissant coincé avec seulement ses bras qui dépassent. Désespéré, il accepte qu'il est piégé et totalement impuissant à aider. L'officier, cependant, résiste à la possession, grognant que le pouvoir du fantôme est pathétique et décevant. Les généraux sont stupéfaits de le voir combattre avec succès leur assaut combiné. Black Blood se libère de l'emprise du fantôme et se prépare à lancer une contre-attaque dévastatrice. Il charge vers l'avant, sa lame floue alors qu'il tranche les zombies avec une vitesse incroyable. L'officier laisse échapper un rugissement de fureur en découvrant que la photo de Simpson qu'il portait a été détruite. Les généraux sont déconcertés, se demandant quelle photo aurait pu provoquer une telle rage. Enragé, Black Blood avance,
jurant qu'il éliminera personnellement celui qui a ruiné sa précieuse photo. Lorchamp active rapidement un talisman de transformation pour se défendre contre la colère de l'officier. Il prend la forme de Zhu Zangxin et implore pour sa vie. Le général raille l'officier, disant qu'il ne peut absolument pas se résoudre à attaquer la femme qu'il aime. Espèce d'idiot. Blackblad, tu penses que je vais tomber dans un piège aussi bon marché? Il se jette en avant avec sa lame, déclarant que sa vitesse lui permettra de simplement la contourner. Dans la panique, Lord Shang utilise plusieurs autres talismans, se préparant à une autre transformation. Il crée de multiples copies de Xin-Shin, demandant si l'officier peut possiblement les esquiver toutes. Pendant ce temps, avec une poussée d'adrénaline, notre ami brise la dalle de pierre à main nue. Enfin libre, il ressent une montée de puissance en réalisant que ses talismans sont de nouveau actifs. Le protagoniste repère un groupe d'hommes transportant des accessoires de zombies et se demande ce qu'ils font. Il découvre rapidement que c'est toute une production théâtrale élaborée avec un directeur et des effets spéciaux. L'un des machinistes se demande pourquoi ils doivent trimballer les zombies comme des ouvriers. Le directeur explique que le chariot est nécessaire pour maintenir la redoutable réputation de Lord Shang en tant que nécromancien. Soudain, une main se referme sur l'épaule du directeur, le faisant sursauter. Notre héros apparaît derrière lui et crie « Fantôme !» juste à son oreille, lui faisant une peur bleue. Avec un sourire narquois, le protagoniste annonce que son travail ici est terminé et qu'il peut passer à autre chose. Il attache tous les faux zombies, faisant remarquer que s'ils aiment tant les zombies, ils peuvent profiter de leur compagnie de près. Notre héros se prépare au combat, déclarant que les généraux sont ses prochaines cibles. Les femmes transformées envahissent l'officier, le distrayant avec leurs avances séductrices. L'aîné fantôme prend une photo de la scène compromettante, prévoyant de l'utiliser pour faire du chantage plus tard. « Arrêtez !» crie Blackblad. « Je vais vous frapper pour de vrai. » Il les supplie d'avoir un peu de décence et de ne pas le tripoter au milieu d'un combat. Une des femmes l'embrasse, murmurant « Que diriez-vous de ça ?» pour le provoquer davantage. Mais au milieu du baiser, son visage se transforme en celui d'un zombie grotesque, et l'officier se rappelle avec horreur. Il vomit violemment un arc-en-ciel de dégoût jaillissant de sa bouche, le laissant complètement traumatisé. Les généraux sont confus, se demandant pourquoi leur magie de transformation a soudainement échoué. L'aîné fantôme décide de frapper pendant que l'officier est distrait et vulnérable, mais notre ami apparaît de nulle part, assénant un coup de poing dévastateur à l'aîné. Le général est envoyé voler sous l'impact, vaincu en un seul coup. Lord Shang reconnaît notre héros comme le gamin avec la racine spirituelle inutile. Le protagoniste se dresse de toute sa hauteur, se préparant à affronter les deux généraux restants. Il les met au défi de se battre, déclarant qu'il est pressé de sauver celle qu'il aime. Pendant ce temps, au dernier étage, Hong Xiaoming commence les derniers préparatifs de son rituel. Il est sur le point d'effectuer la double cultivation avec Xin-Sing pour voler son pouvoir. Le jeune homme murmure qu'il y est presque, si près d'obtenir le désir de son cœur. Notre héros jette un coup d'œil à l'officier qui vomit toujours des arcs-en-ciel et se demande ce qui ne va pas chez lui. L'aîné fantôme jaillit des décombres, se préparant à lancer une contre-attaque vengeresse. L'aîné fantôme traverse le plafond, se préparant à déchaîner toute sa fureur sur notre ami. Il atterrit directement devant le protagoniste, son visage déformé par la rage d'avoir été pris en embuscade. Avec ses yeux fantomatiques, il évalue le pouvoir de notre héros et remarque que quelque chose ne va pas. Les talismans d'argent ont été dégradés à un simple niveau jaune, vidés de leur énergie spirituelle. Espèce d'idiot. Ricane l'aîné. Tu t'es gravement surestimé en m'attaquant avec des talismans aussi faibles. Notre ami est choqué de constater que son pouvoir a diminué, le laissant en grave danger. Le général invoque sa légion de fantômes, leur ordonnant de posséder le corps du protagoniste. Mais à l'étonnement total des aînés, absolument rien ne se passe. Le jeune homme reste juste là, impassible. Il se demande pourquoi son attaque échoue alors que notre héros regarde, tout aussi confus. Le général est déconcerté, et le protagoniste lui lance un regard de pure moquerie. « Écarte-toi de mon chemin, dit notre ami. Je ne veux pas avoir à frapper un vieil homme. » Désespéré, l'aîné décide de libérer sa technique la plus puissante, le but enveloppé de rouge. Les autres généraux reculent de terreur, sachant que si cette entité est libérée, aucun d'eux ne survivra. L'aîné invoque le but et l'envoie percuter notre héros pour l'anéantir. Mais le but se contente de traverser le corps du protagoniste, sans causer le moindre dommage. Les yeux du général s'écarquillent d'incrédulité. Il ne peut pas comprendre ce qu'il voit. Les autres généraux sont tout aussi stupéfaits, sans voix devant cette vision incroyable. Notre héros se demande ce qui se passe alors que son corps commence à émettre une lueur brillante. Les énergies du yin et du yang fusionnent en lui, et il ressent une immense puissance parcourir ses veines. L'énergie spirituelle fonctionne généralement comme une batterie, nécessitant des charges positives et négatives pour fonctionner. Les énergies yin et yang doivent être en parfaite harmonie pour que les talismans puissent de l'énergie, un peu comme une batterie. Notre ami, cependant, a ces deux énergies qui fusionnent dans son corps, faisant de lui une source d'énergie autonome. En conséquence, les talismans de niveau jaune sur son corps sont inondés de puissance, revenant au niveau argent. La mâchoire de l'aîné fantôme s'ouvre,
totalement incapable de croire l'incroyable puissance qui émane de lui. Lord Xiang crie au vieil homme de s'enfuir pendant qu'il essaie de retenir notre héros. Sur ce, le général lève sa flûte, se préparant à déchaîner sa nécromancie de la rivière de l'Ouest. Mais le protagoniste les assomme tous les deux d'un seul coup de poing, mettant fin à leurs bêtises. Il les informe ensuite qu'il s'est déjà occupé des faux zombies qu'ils utilisaient dans leur petite pièce de théâtre. Allongé sur le sol, le général est accusé d'être un imposteur qui s'est frayé un chemin parmi les 5 généraux. L'homme panique, niant tout et qualifiant l'accusation de pure invention. Notre héros le met alors au défi d'utiliser à nouveau sa nécromancie pour prouver qu'il ne ment pas. Pris au piège, le général se met à transpirer froidement, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix. Il dégaine une épée massive et prend une pose d'animé dramatique, essayant d'avoir l'air impressionnant. Mais notre ami n'a plus de patience et envoie un autre coup de poing solide, mettant fin aux effets de théâtre. Avec 2 généraux à terre, il ne reste plus que la dame au parapluie, et elle est clairement terrifiée. Elle devient rouge vif et menace de crier s'il fait un pas de plus vers elle.